Bonjour et merci d'être là malgré le beau temps. Juste une petite question avant de commencer. Qui n'a jamais vu La Reine Margot? Ah oui, bah, c'est bien, vous avez de la chance de le découvrir et de le découvrir en plus au cinéma, donc c'est toujours bien. Moi je me présente, je suis Jean-Pierre Lavoignol, j'ai longtemps été directeur d'un journal de cinéma qui s'appelait Studio Magazine. Et c'est un film qui me tient très à cœur parce que j'ai suivi tout le tournage. J'aimais beaucoup et le metteur en scène et les acteurs et les actrices. Et qu'en plus, je travaille depuis 1 an et demi à peu près sur un livre à paraître, j'espère l'année prochaine, qui racontera toute l'histoire. Donc je vais essayer d'être bref, je pourrais vous en parler pendant 2 heures. C'est un film dont l'aventure du tournage elle-même est hors norme. Et le film lui-même est hors norme quand même aujourd'hui, puisque plus de 30 ans après, il est encore vivant dans la mémoire, c'est devenu presque un film culte, ou en tout cas une référence. C'est un film qui a inspiré des artistes, y compris des couturiers, dont certains ont refait la robe de l'affiche d'Isabelle Adjani. Et c'est un film, pour bien réaliser à quel point il a été important à l'époque, il faut refaire un peu d'histoire de la Genèse. Et c'est que le point de départ du film, on le doit à 2-3 personnes. La première, c'est Claude Berry, qui à l'époque, à la fin des années 80, est un des plus grands producteurs français, qui est à peu près partout. Il produit aussi bien Piala que Claude Zidi, enfin bref. Et lui, il a fait la connaissance de Patrice Chéreau, il a été totalement séduit par la personnalité et le talent et le charme de Patrice Chéreau, et à tel point qu'ils sont devenus amis, et à tel point que Patrice lui demandera de coproduire, enfin de produire L'Homme blessé, et également Hôtel de France, qui est un film, les deux font partie de la rétrospective Chéreau, je vous encourage à aller les voir aussi. Et Hôtel de France, c'est un film qui est fait à partir d'un texte de Platonov avec les élèves des Amandiers de Nanterre, qui est une école qu'avait créée Patrice Chéreau à Nanterre. Et devant la jeunesse et la fougue des jeunes acteurs qui aujourd'hui sont devenus plus vieux mais plus célèbres aussi, puisqu'il y a Vincent Pérez, il y a Valéria Bruni Tedeschi, enfin il y en a beaucoup d'autres. Il voit Hôtel de France et il lui dit « Mais avec ces jeunes gens-là, tu devrais faire Les Trois Mousquetaires. » Et Chéreau dit « Les Trois Mousquetaires, mais c'est à des années-lumière de mon univers, à des années-lumière de mes préoccupations. » Mais il est quand même un peu surpris de ce que lui dit Claude Berry. Et il raconte que, enfin en cachette, pas en cachette, mais sans le dire à Claude Berry, il relit Les Trois Mousquetaires. Et là il dit « Mais en fait... j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu enfant de le lire, et je l'aime autant, sans doute pas pour les mêmes raisons, mais je l'aime autant. » Et il se met à travailler sur Les Trois Mousquetaires. Et à ce moment-là, la rumeur commence à se répandre un peu dans Paris, qu'il fait Les Trois Mousquetaires. Et il se trouve que Jean Becker, qui lui sortait de L'été meurtrier, qui avait été un très très gros succès, travaille aussi sur Les Trois Mousquetaires. Et Chéreau dit, mais lui, il va monter le film en 30 secondes, puisqu'il sort de L'été meurtrier, tout ça. Moi, je sors de L'Homme blessé, tout ça, c'est pas gagné. Et il est un peu contraint d'abandonner le projet. Et il est ami, ce qu'on ne sait pas beaucoup à l'époque, parce que Chéreau cloisonnait beaucoup sa vie et ses relations. Il est très ami avec Daniel Thompson. Daniel Thompson, c'est la fille de Gérard Houry, sa collaboratrice fidèle. C'est avec elle, elle a commencé à écrire La Grande Vadrouille, elle a écrit Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, elle a commencé sur Le Cornio, pardon, elle a écrit avec lui La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob et tous les autres. Et c'est vrai que c'est 2 univers très très différents, mais ils sont amis. Et il a raconté à Daniel Thompson qu'il travaillait sur Les Trois Mousquetaires. Et à ce moment-là, il va la voir et il lui dit ben voilà, j'abandonne le projet, mais je suis en manque de Dumas, je suis frustré. Et elle lui dit, mais tu connais La Reine Margot? Il dit, ah non, j'ai jamais lu. Et en fait, à l'époque, donc ça, on est au début des années 90, La Reine Margot n'est même plus éditée. On parle beaucoup, quand on parle de Dumas, c'est essentiellement Les Trois Mousquetaires et la série des Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Mais La Reine Margot,
À tel point d'ailleurs que quand elle lui en parle, il cherche le livre et il ne le trouve pas. Et c'est le père de Daniel Thompson, Gérard Houry, qui trouve une vieille édition de la Reine Margot, qui donc la donne à sa fille, qui va voir Patrice Chéreau, qui est en train de monter Hamlet au Festival d'Avignon, et elle lui donne la Reine Margot. Et il dit, c'est une idée géniale, il y a tout ce que j'aime dedans, il y a cette espèce d'amour, de quête, d'aventure, de douleur, de trahison, d'amitié, tout ça. Et il décide d'écrire le film. Et ce qui lui plaît, c'est au-delà du côté d'Dumas, c'est aussi tout l'arrière-plan, puisque dans La Reine Margot, le cœur du récit, c'est quand même la Saint-Barthélemy. Et c'est une époque où il y a à la fois la guerre civile au Rwanda, il y a les guerres de Bosnie, et Chéreau se dit que c'est une manière, à travers le prisme de la Renaissance, de parler de l'histoire d'aujourd'hui. Et en plus, il y a ce qu'il aime, lui, on dirait qu'il a cherché dans toute son œuvre, et peut-être dans sa vie, pour lui, les rapports humains, c'est quand même des rapports de force, à la fois de séduction, mais aussi des rapports de force. Et en plus, c'est un grand admirateur de Visconti, donc il se dit, il cite souvent une phrase de Visconti à propos des damnés, il racontait l'histoire d'une famille monstrueuse, à l'intérieur de laquelle tous les crimes sont impunis. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté justement d'actualité des guerres fratricides et des guerres civiles qui ont déchiré l'Irlande, pareil en Afrique, enfin ce que je viens de dire en Bosnie, tout ça. Et il se dit, c'est un sujet formidable. Et en plus, ils ont tous les deux, aussi bien Daniel Thompson que Patrice Chéreau, envie de travailler avec Isabelle Adjani. Chacun a essayé de son côté, et là ils se disent c'est un rôle pour elle. Donc ils en parlent à Claude Berry qui est partant sur l'histoire, puisqu'il était au départ des Trois Mousquetaires. Mais c'est sûr que le film va coûter cher, mais comme disait Claude Berry, ce qui est important c'est pas ce qui coûte mais ce qui rapporte. Et ils se mettent au travail. Donc ils contactent Isabelle Adjani qui dit un oui de principe, mais donc ils écrivent à peu près de janvier 89 jusqu'au mois de juin 89 où ils font un synopsis de 80 pages. Le travail d'adaptation est assez long parce que dans le roman, le personnage de Margot n'est pas aussi important que ce que eux veulent faire avec Isabelle Adjani. Et du coup, ils retravaillent beaucoup. Ils lisent énormément toutes les biographies qui existent, ils lisent les livres d'histoire, ils se renseignent sur l'époque, tout. Là, pour le livre que je prépare, j'ai passé beaucoup de temps à la Cinémathèque dans les archives de Patrice Chéreau, et c'est hallucinant le nombre de livres qu'il dit qu'il a lus, d'extraits du livre qu'il recopie de sa main. Enfin, on voit que c'était un bourreau de travail et il travaille vraiment beaucoup pour nourrir le scénario. Et en même temps, à la fois à partir de l'histoire vraie, de l'histoire de Dumas, et aussi de ce qui se passe au moment où ils écrivent dans le monde, comme je vous disais, sur le Rwanda, la Bosnie, l'ex-Yougoslavie, etc. Et d'ailleurs, dans les archives de Chéreau, il y a beaucoup d'images de journaux, de Libération, de Match, tout ça, où on voit les charniers dans l'ex-Yougoslavie, où on voit les scènes de massacre au Rwanda. Et quand on regarde ces images-là, on retrouve des plans, bien évidemment pas les mêmes, mais dans le film. Et il est obsédé aussi par un tableau qui est le radeau de la Méduse de Géricault, dont dans ses archives, on voit qu'il en a fait quasiment un puzzle. Il découpe une main, un bras, un sexe, une épaule, et qui montrera forcément à son chef opérateur, à sa costumière, Donc, en tout cas, il travaille. Si le projet est hors norme, c'est que d'abord, il coûte cher, surtout pour un cinéaste comme Chéreau. C'est-à-dire que à l'époque, c'est un des plus gros budgets du cinéma français, surtout pour un film qui, même s'il dira le contraire en travaillant dessus, reste quand même un film d'auteur. Donc le film sera abandonné plusieurs fois, la production s'arrêtera parce que par manque de financement, parce que Isabelle Adjani dit oui, peut-être, on verra, et pourquoi pas, et puis oui, puis non, puis voilà. Mais ça mettra un peu de temps puisque la gestation du film mettra à peu près 5 ans.
Pour le financement, Berry ne pourra pas tout seul, donc ce sera une coproduction italo-franco-allemande, d'où aussi la présence de comédiens italiens et allemands. Alors sur le casting, Adjani, en tout cas le film est écrit pour elle, et malgré ses hésitations, elle finira par dire oui, pour la convaincre dès le début, quand ils ont écrit un synopsis de 80 pages, plutôt que de le donner à Isabelle Adjani et à Claude Berry, Daniel Thompson lui dit « mais fais comme mon père faisait, il ne faut pas leur donner ». Et on ne sait pas dans quelles conditions ils lisent. Mon père, quand il avait un scénario pour Bourvil et De Funès, il les convoquait et il leur lisait et jouait le scénario. Donc toi, tu n'as qu'à faire pareil. Et donc elle organise un week-end à Saint-Tropez où Patrice Chéreau lit et joue ce synopsis de 80 pages à Adjani, et c'est ce qui fera qu'elle donnera vraiment son accord de principe, mais elle signera son contrat 3-4 ans après. En tout cas, le film est assez compliqué à financer, à produire, tout ça, d'où les arrêts. En plus, Berry, lui, il continue son trajet, il fait Germinal entre-temps, qui est un film qui coûte très très cher aussi, enfin, et chacun travaille de son côté. Chéreau monte des pièces et des opéras, Daniel Thompson continue de travailler avec son père, donc tout ça prend du temps, et, mais bon, à un moment donné, ça arrivera à peu près sur la fin. Sur le casting, donc, il y a Isabelle Adjani. Assez vite, il y a Daniel Auteuil qui jouera Henri de Navarre. Puis, à un moment donné, Patrick Bruel interviendra pour jouer Henri de Navarre. Et puis, finalement, Chéreau reviendra à son premier choix, qui est Daniel Auteuil. Et sinon, ce qui est fascinant, justement, quand on regarde ses archives, c'est le nombre de listes de casting qu'il fait sans arrêt. Il essaye de trouver les meilleures combinaisons, tout ça, et au bout du compte, il y aura quand même ces comédiens, les comédiens de sa famille, puisqu'il y aura Jean-Hugues Anglade, qui va jouer Charles IX, il y aura Vincent Pérez, qui va jouer La Mole, il y aura Pascal Grégory, que des gens avec qui il a travaillé, y compris dans des petits rôles, les anciens élèves de l'école des Amandiers de Nanterre. Donc, alors il y en a qui ont des rôles plus importants que d'autres, comme Bruno Todeschini, comme Jean-Philippe Écoffé. Il y aura, vous verrez dans des petits rôles, si vous les voyez, mais ça passe assez vite, il y a Valéria Boni-Tedeschi aussi. Et il fait d'abord, à son habitude, plutôt une dizaine de jours de répétition, et puis après il se lance. Et ce qui fait la force du film aujourd'hui, c'est que il marie de manière extrême, il y a une mise en scène extrêmement brillante qui marie à la fois l'intime et le spectaculaire, et qui cherche à retrouver au cœur même des fastes royaux et des affrontements des foules livrées à elles-mêmes, il cherche à retrouver le chemin qui mène aux émotions et au visage, ce qui a toujours fasciné Chéreau. C'est le visage des acteurs, le travail avec eux, et aussi l'émotion qui peut s'en dégager. Vous verrez, il y a des scènes de mise en scène incroyables, notamment la Saint-Barthélemy qui est hallucinante, et la scène de la chasse, qui est un exemple de mise en scène incroyable. Bien évidemment, il travaille beaucoup avec les acteurs, il est très proche d'eux, il est très proche même en les filmant, à tel point que Claude Berry dit à quoi ça sert d'avoir des décors magnifiques, on ne voit même pas les fresques qu'on a fait peindre en haut du mur. Pour le film, il s'est entouré de ses collaborateurs habituels. Le décorateur, c'est Richard Peduzzi, qui aura une idée hallucinante, c'est de reconstituer le Louvre dans le studio du Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et l'idée qu'il a, c'est que les murs du Palais du Louvre, c'est juste des planches de pin. Ce qu'il fallait, et ça, vous verrez, ça fonctionne très très bien, une espèce à la fois d'austérité, avec des fresques qu'on aperçoit un peu, mais pas autant que ce que le voulait Claude Berry. Pour la photo, il va chercher Philippe Rousselot, qui est un des grands directeurs de la photo en France, qui vient d'avoir un Oscar pour Au milieu coule une rivière de Robert Redford, qui en plus rassure Adjani sur l'image et tout ça. Pour les costumes, il fait appel à une costumière de théâtre allemande avec laquelle il avait travaillé, qui s'appelle Maud Le Bickel, qui dessinera des costumes inspirés à la fois de l'époque, mais pas tant que ça. Il y a une sorte de mélange un peu. Et surtout, il décidera de donner à ses personnages un look contemporain. C'est l'époque
des grunge, de Nirvana. Et Jean-Hugues Anglade vient de tourner un film aux États-Unis avec une sorte de complice de Tarantino qui s'appelle Roger Avary et où il a des cheveux longs, il est tout dépenaillé, en sueur, tout ça. Et ça sera un peu l'esthétique du film qui marquera les artistes, puisque c'est une esthétique qu'on retrouvera dans des séries comme Les Tudors ou même comme Game of Thrones, tout. C'est vraiment lui qui a influé ce look un peu pas académique du tout, et qui donnera au film une modernité, et qui lui donne toujours une modernité étonnante. Je n'ai pas parlé des acteurs étrangers. Il y a bien évidemment Virna-Lisi, qui accepte de faire Catherine de Médicis en se rasant le haut du front avec un postiche, tout ça. Et Chéreau racontait que quand il est allé lui proposer le film, alors quelques actrices italiennes avaient déjà refusé parce que c'était pas possible de s'en les dire comme ça. Et Virna-Lisi lui a dit « Moi je suis trop belle, donc ça m'amuse de m'en les dire ». Et elle sera extraordinaire puisqu'elle aura un prix à Cannes de la meilleure actrice, ce qui était quand même, on peut le dire, une sorte d'affront pour Isabelle Adjani. C'est-à-dire c'est quand même un second rôle et il lui donne le prix d'interprétation à elle et pas à Adjani, mais bon, c'est la vie des festivals. Mais en revanche, Isabelle Adjani aura le César de la meilleure actrice, Virna-Lisi le César du meilleur second rôle, Jean-Hugues Anglade le César du meilleur second rôle, et la lumière et la musique qui est signée Goran Bregovic, qui est à l'époque le compositeur attitré d'Emir Kusturica. Donc c'est pas un hasard non plus par rapport aux gars en Bosnie et à ce qu'elle représentait qu'il l'a choisi. Et il y aura le César des meilleurs costumes. Et le film fera à peu près 2 millions de spectateurs, ce qui est pas assez pour Claude Berry vu l'argent investi, mais qui pour le film que c'est et un film d'auteur est vraiment bien. Ça sera d'ailleurs le plus gros succès de Chéreau. Et on peut dire que par rapport aux comédiens, c'est un rôle qui marquera leur vie à jamais, que ce soit Adjani, Pérez, Anglade, Auteuil, tout ça. C'est comme si Chéreau avait su tirer d'eux le meilleur et les pousser le plus loin qu'ils pouvaient aller. Et ils en gardent tous un souvenir, comme il y a Dominique Blanc aussi, bien sûr, que j'ai oublié de citer. Ils en gardent tous un souvenir incroyable, comme un marqueur dans leur propre carrière. Et voilà, après la sortie, alors le film a été présenté à Cannes, est sorti dans la foulée. Là-dessus, il a été, Harry Weinstein et Miramax l'a acheté pour les États-Unis, mais a demandé des coupes. Alors Chéreau a négocié les coupes, a dit « je veux bien couper mais faire les seuls que je veux ». Et en fait, ils ont rajouté des scènes qui renforcent l'histoire d'amour d'Adjani et de Vincent Pérez, enfin de Margot et de La Mole. Et puis Chéreau dira que finalement c'est la version qu'il préfère, mais en fait il n'arrêtera pas de le retravailler. Il y a eu plusieurs versions, mais celle que vous allez voir, c'est la version définitive, restaurée avec sous l'autorité de Patrice Chéreau, qui est mort quelques mois après, mais au moins il a travaillé sur cette version-là. Ça reste donc la version définitive de toute manière. Voilà, après je pourrais vous en raconter plein d'autres, mais je ne sais plus quoi vous dire. Voilà, mais vous verrez, c'est une production incroyable parce que il y a des chevaux, il y a des armes, il y a pour la forêt. Chéreau voulait un type de forêt très précis et puis il ne le trouvait pas. Donc finalement ils sont allés à Fontainebleau, mais les arbres étaient trop minces. Donc pour ceux qu'on voyait, ils ont fait construire des sortes de fausses écorces d'arbres qui entouraient les vrais arbres pour que ce soit plus beau. Enfin, il y a eu des tas de... Ils ont tourné donc l'intérieur du Louvre, c'est au studio de Nanterre, mais après ils ont tourné à Paris, à Bordeaux, au Portugal, et donc il y a des scènes où les chants sont faits à Paris, les contre-chants sont faits à Bordeaux, et le directeur de production, le premier assistant, Jérôme Enrico, qui est venu présenter le film lui-même ici, m'a raconté que c'est un film où les figurants ont voyagé avec le film, ce qui arrive quasiment jamais.
C'est-à-dire que quand on tourne à un endroit, on prend des figurants, quand on va dans un autre endroit, on prend d'autres figurants. Sauf que là, ils étaient dans le même plan. Enfin, pas dans le même plan, mais ils faisaient les contre-champs. Et donc, ils sont allés il y a des figurants qui sont allés au Portugal juste pour faire de la figuration, quoi. Voilà. Il y a un bout d'église à un endroit, la cour, par exemple, la cour du Louvre, c'est dans un palais au Portugal. La fête qui suit le mariage qui, lui, a été fait à la basilique de Saint-Quentin, ça suit, mais c'est au Portugal. Enfin, voilà. Mais ça, c'est la vie des films. C'est juste qu'on a l'impression que sur Margot, c'est poussé à l'extrême. Et voilà, j'espère que c'est un film fort, puissant, à la fois... Alors, à l'époque, l'accueil a été un peu mitigé, en tout cas en France, à Cannes, parce que... les gens s'attendaient à un film sans doute plus romantique. Or, c'est un film qui est à la fois somptueux mais sanglant, violent mais tendre, désespéré et en même temps prônant une espèce de réconciliation, en tout cas disant que ça va déboucher à une réconciliation. Voilà. J'ai oublié de vous dire, il y a un de ses derniers grands rôles, et il est formidable dedans, mais tous les acteurs sont formidables. Voilà, pardon, j'aurais pu vous en parler pendant 3 heures, mais je suis déjà trop long. Bonne projection, bon film.